Bonjour, bonjour chers membres. Bienvenue à notre webinaire sur la carte contrôle digitale en cas de chômage temporaire. À partir du 1er janvier de l'année prochaine, les cartes contrôle en papier appartiendront au passé et nous passerons à la version numérique. Néanmoins, il existe une période de transition de 6 mois qui peut être prolongée de 6 mois après décision de l'ONEM. L'objectif principal d'aujourd'hui est de parler des aspects pratiques du passage à la version numérique de la carte contrôle. Mais tout d'abord, nous allons regarder une vidéo qui se trouve également sur le site web de l'ONEM. Vous souhaitez utiliser la carte de contrôle électronique pour le chômage temporaire IC32 ? C'est une excellente nouvelle. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer la manière dont vous devez vous y prendre pour y parvenir. Téléchargez l'application IC32 dans le Play Store de Google ou dans l'App Store d'Apple et installez-la sur votre smartphone ou votre tablette. À noter que vous pouvez également utiliser la carte de contrôle électronique sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur en ayant recours à un navigateur web. Pour ce faire, rendez-vous sur le site web de la Sécurité sociale. Pour vous connecter, vous pouvez utiliser It's Me, un code de sécurité qui vous sera communiqué par le biais d'une application mobile ou par email, ou encore votre carte d'identité électronique. Les travailleurs transfrontaliers peuvent se connecter avec un moyen d'identification numérique reconnu au niveau européen provenant de leur pays d'origine. Si votre pays ne dispose pas encore d'un tel moyen, prenez alors rendez-vous par téléphone avec un bureau de l'ONEM pour obtenir une clé numérique. Une fois connecté, sélectionnez l'employeur, puis le mois pour lequel vous souhaitez compléter la carte. Dans le calendrier, sélectionnez à présent le jour pour lequel vous souhaitez signaler une situation et cliquez sur l'intitulé « Modifier les jours sélectionnés ». Si vous travaillez pour le compte de l'employeur pour lequel vous avez été mis en chômage temporaire, sélectionnez alors l'intitulé « Travail chez votre employeur ». Cliquez ensuite sur « Enregistrer ». Dans la case correspondant au jour sélectionné du calendrier, apparaîtra alors le symbole illustrant un jour de travail. Pour savoir ce à quoi correspondent l'ensemble des symboles utilisés dans le calendrier, consultez la légende. Vous avez oublié quelque chose ou commis une erreur ? Dans ce cas, pas d'inquiétude. Vous avez en effet encore la possibilité d'apporter vous-même des modifications dans la carte. La carte IC32 est un document de contrôle. Veillez donc à être bien attentif au moment de la compléter et à éviter les erreurs. Si vous devez malgré tout corriger une situation, vous serez invité à fournir une explication. Cette explication permettra aux inspecteurs sociaux de comprendre la raison pour laquelle vous avez effectué une modification. Dans le menu intitulé « Plus », vous trouverez un aperçu de toutes les cartes de contrôle électronique que vous avez déjà envoyées à votre organisme de paiement. Sous la rubrique « Aide », vous trouverez des informations utiles en tout genre, et notamment le manuel de l'application, les réponses aux questions fréquemment posées, ainsi que les coordonnées de votre organisme de paiement. Vous pouvez enregistrer votre carte électronique à tout moment. Pour ce faire, cliquez sur l'icône PDF située au-dessus du calendrier. Une fois votre carte de contrôle entièrement complétée, cliquez sur l'intitulé « Envoyer la carte de contrôle » pour faire parvenir celle-ci à votre organisme de paiement. Assurez-vous que votre carte est complète et correcte. Après l'envoi, vous ne pourrez plus la modifier. Au moment de procéder à l'envoi de la carte, l'application vous proposera une dernière fois de la sauvegarder sous format PDF. Pour retourner à votre carte, cliquez sur le menu. La carte envoyée a à présent disparu de l'aperçu. Merci d'utiliser la carte IC32. À partir du 1er janvier 2025, la carte de contrôle électronique sera obligatoire. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'ONEM. Ok, on a vu la vidéo, cela semble assez simple à utiliser, mais pourtant il y a encore beaucoup de questions pratiques. Et c'est pourquoi qu'on organise aujourd'hui ce webinaire.
Je vous présente entre-temps les membres du panel d'aujourd'hui. Donc, d'abord, à ma droite, Eric van der Veken, conseiller de l'ONEM, hein, et à ma gauche, Claire Nonnet, directrice adjointe de l'entreprise Nonnet à Namur, hein, et Arnaud Delmarche, directeur RH chez Thomas et Piron. Voilà. Nous poserons des questions aux panélistes, mais si vous avez également des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Mais je vous demande d'avoir un peu de patience, car avec la version flamande, il y avait presque 300 questions qui étaient posées. Donc, il y a seulement 2 collègues qui nous assistent à répondre les questions. Donc, ça peut durer un peu de temps. Voilà. Et s'il y a des questions qui concernent tout le monde, alors on va les traiter après notre débat entre le panel. Selon nos collègues de Bouwunie, seuls 7% de travailleurs dans notre secteur utilisent déjà la carte de contrôle digitale. L'ONEM dit non, c'est plutôt 14%. Donc, bien que nous ayons entendu dire que les listes fournies mensuellement par l'ONEM dans l'e-box sont incomplètes. Donc peut-être, Eric, pourquoi est-ce que les listes fournies par l'ONEM aux entreprises sont incomplètes? Oui, effectivement, c'est très embêtant et c'est un problème qui se pose seulement dans le secteur de la construction. En effet, pour faire ces listes, l'ONEM regarde la database avec tous les dossiers de chômage des travailleurs. Et donc là, on va voir que si un travailleur a été en chômage temporaire chez telle entreprise et utilise la carte de contrôle, on peut le mettre sur la liste. Et en fait, le problème qui se pose particulièrement dans le secteur de la construction, c'est que la possibilité existe là qu'un travailleur qui n'a pas déjà eu des allocations de chômage temporaire utilise quand même la carte de contrôle électronique. Car la carte de contrôle est toujours obligatoire dans le secteur de la construction, même quand il n'y a pas de chômage temporaire. Et donc ça, c'est un peu une question embêtante. C'est donc un système qui fonctionne assez bien dans les différents secteurs, mais effectivement, on constate que dans le secteur de la construction, ces listes sont incomplètes. Et c'est quelque chose qui est difficile à résoudre vu qu'on dispose des données qu'on a. Et donc, c'était une idée de l'ONEM pour aider les employeurs à suivre ce qui se fait dans leurs entreprises. Car actuellement, l'idée est quand même que si un travailleur commence à utiliser l'application électronique, qu'il doit avoir un accord ou l'obligation même via le contrat de travail ou un CCT, c'est ça, ou CTT d'utiliser la carte et donc l'employeur doit être au courant. Donc en fait, c'est une bonne idée qui est mal exécutée pour le secteur de la construction. Ok, merci pour la réponse. Alors, je me dirige vers Arnaud. Thomas et Piron, c'est une très grande entreprise. Il y a eu des projets pilotes, donc et la totalité du groupe n'était pas concernée, mais une partie de votre entreprise, c'est-à-dire Galère, ils faisaient partie au projet pilote. Quels sont les retours de ce projet pilote? Oui, en effet, donc notre filiale Galère s'est lancée dans l'aventure dès le début, puisque nous avons voulu tester le système. Alors, au niveau des résultats, on a pu constater, donc on a laissé un libre choix au niveau du personnel, et seulement 30% des travailleurs ont répondu d'accord, on voulait tester la chose. Donc, dans ces 30%-là, en général, il n'y a pas eu de marche arrière, donc c'est-à-dire que les personnes qui ont commencé par le système électronique ne sont pas revenues à la carte papier par la suite. Par contre, on a quand même pu constater que 70% des travailleurs n'avaient pas voulu faire le pas et ils n'ont pas voulu rentrer dans le projet. Alors,
on a questionné ces travailleurs. Hein, l'équipe RH de chez Galère a fait son travail de questionnement. Et donc, on revient sur des questions qui sont pas la volonté de passer à un nouveau système, la crainte d'être surveillé, d'être contrôlé. Il y a aussi parfois un simple refus de ne pas avoir de GSM ou de passer à une nouvelle technologie. Hein. Le changement créé pas mal de réticences et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des gens qui ne voulaient pas y aller. Et parfois simplement une question de confort. Donc on se demandait mais à quoi ça sert et ça va très très bien. Ce document papier, ça marche depuis toujours. Puis après on a même oublié pendant la période du Covid et puis maintenant on remet en place quelque chose qui est différent et qui est électronique. Donc il y a eu un petit peu ce sentiment de crainte et d'observation, je pense, qui est ressorti au niveau de l'entreprise. En tout cas Mais quand même, comme tout le monde le sait, hein, la loi oblige tous les ouvriers de passer vers la carte digitale normalement à partir du 1er janvier. Mais bon, il y a encore une période de transition de 6 mois. Hein. Comment est-ce que vous allez convaincre, vous pensez de convaincre vos ouvriers, aussi bien chez Galère que chez Thomas et Piron? Mais attention que notre volonté n'est pas de convaincre, puisque c'est une obligation de l'employeur d'organiser ce passage. Donc, on ne le fait pas toujours de gaieté de cœur, mais on le fait, parce qu'on respecte cette obligation. Donc, ce qu'on fait, eh bien, on sensibilise les gens. Donc, c'est-à-dire qu'on a pris pas mal de temps, depuis le mois de début novembre, ici, à former toute la ligne hiérarchique de l'entreprise, autant les conducteurs, les gestionnaires de chantier, les chefs d'équipe, pour pouvoir vraiment être sensibles à ce problème-là. On a mis en place des tutoriels propres à l'entreprise pour accompagner nos travailleurs. On s'est inspiré du tutoriel qui avait déjà été mis en place au niveau du forum et qui est quand même excessivement bien fait, donc qui nous a permis d'adapter quelque chose à la sauce Thomas et Piron pour que ce soit peut-être plus intégré par le personnel. On essaye évidemment de répondre à beaucoup de questions, d'aider, d'accompagner, donc que ce soit les services RH, que ce soit les lignes hiérarchiques, à vraiment amener nos ouvriers, nos travailleurs à répondre à ces attentes. On essaie de cibler toutes les difficultés. On travaille aussi en collaboration avec l'ONEM, puisque l'ONEM nous a proposé de venir dans nos bureaux ou sur certains de nos sites pour expliquer la chose aux personnes qui ne comprendraient pas ou qui auraient du mal à comprendre. Et on a en plus de ça essayé de trouver des solutions pour les gens qui avaient des difficultés, des vraies difficultés dont on parlera par la suite à mon avis, en allant directement en rendez-vous au forum, à l'ONEM, pardon, et de pouvoir essayer de résoudre avec eux les problèmes qu'ils vivent au quotidien avec ce passage. Donc voilà un petit peu tout ce qui est mis en place chez nous. Pas toujours évident parce que il y a de la réticence, comme je vous l'ai dit, mais on essaye malgré tout d'en discuter et de trouver des solutions avec notre personnel, nos représentants du personnel aussi, et les lignes hiérarchiques. OK. Et Claire, quelle est la situation dans votre entreprise? Alors, en faisant une petite enquête en interne sur le personnel nonnais, il y a moins de 10% qui sont sur ce système. Alors, chez nous, on ne l'a pas encore imposé. On sait que c'est en train de se faire plutôt sur base volontaire. Les gens je dirais peut-être ceux qui sont plus proches de la technologie sont lancés dans l'aventure plus ou moins seuls. Nous ont régulièrement interrogés pour qu'on puisse les orienter parce qu'il y avait par exemple un souci au niveau d'une application qui avait été peut-être mal téléchargée au départ, c'était pas la bonne, ils sont peut-être trompés. Et donc voilà, je dirais les plus aventurieux ont peut-être testé avant d'aller plus loin. Sinon les difficultés en général c'est soit les gens n'ont pas de smartphone ou ont des difficultés pour télécharger l'application ou par la suite doivent se connecter via It's Me. Et donc ça reste des difficultés. Donc je dirais qu'il y a 3 grands freins identifiés chez nous en tout cas, où c'est un peu bloquant. Donc voilà, on en est par rapport à notre utilisation. Ça, je comprends, car l'installation de l'application n'est pas évidente. Il faut d'abord créer une adresse email qui est nécessaire pour télécharger l'application depuis l'App Store. Il faut avoir son lecteur de cartes sur soi et sa carte bancaire pour installer It's Me, car il y a toujours une liaison avec les données bancaires.
soit les données bancaires, soit par l'intermédiaire de l'e-ID. Mais là, il faut un logiciel spécifique pour l'installer. Si on, ça c'est très important aussi pour vous, chers collègues, lors de la connexion avec It's.me, il ne faut pas oublier de cliquer sur « Se souvenir de moi ». Ça, c'est très important. Hein. Mais ce n'est pas évident. Vous avez aussi parlé du smartphone. Hein. Pas tout le monde a un smartphone. Y a-t-il des personnes ou des syndicats qui ont déjà demandé de fournir un smartphone, hein? Car nous, au niveau national, on a dit, voilà, on va pas faire ça. Donc, on ne peut pas demander de l'employeur de fournir un smartphone. Hein? Donc, ça reste l'obligation pour l'ouvrier lui-même, hein, de faire en sorte que la carte soit remplie d'une manière ou d'une autre. Mais avez-vous déjà eu des questions des syndicats ou Je n'ai pas eu de demande, pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Évidemment, la question a été posée. La question n'a pas été de nous demander de fournir un smartphone, parce que la réponse, à mon avis, aurait été relativement directe aussi, puisque c'est pas la volonté des entreprises d'investir des sommes assez importantes. Il faut savoir que un smartphone, ça coûte beaucoup d'argent. Il faut les remplacer, ça casse, c'est fragile, c'est pas toujours adapté non plus au chantier. Et donc, c'était pas la volonté. Par contre, évidemment, des questions sont arrivées chez nous. On dit, ok, si on n'a pas de smartphone, si on n'en veut pas, on n'en a pas, qu'est-ce qu'on peut faire? On essaie de trouver des solutions. Hein. Nous avons, nous, chez Thomas et Piron, des tablettes de chantier qui appartiennent au chef d'équipe, enfin, qui sont données au chef d'équipe pour pas mal de choses. Après, apparaissent des soucis de confidentialité, puisqu'on vient de le dire, c'est It's.me qui ouvre l'utilisation de l'application. Ben, ça veut dire que vous devez installer It's.me et utiliser It's.me sur la tablette du chef d'équipe, alors que It's.me, c'est quand même un programme qui vous permet d'accéder à beaucoup de choses. Donc je pense que la notion de risque commence à s'installer, la notion de responsabilité, et je pense que le problème de la carte C32A, la carte C32, c'est la responsabilité du travailleur, et donc ça veut dire que soustraire sa responsabilité vis-à-vis d'un chef d'équipe qui la remplirait ou vis-à-vis de quelque chose d'autre, ça poserait un problème. Donc pour moi, cette transmission de responsabilité sur la tablette du chef d'équipe, ça me semble quelque chose de très délicat. Mais pour le moment, voilà, on est face à une population avec certaines personnes qui disent « Nous, on n'a pas d'iPhone, on ne veut pas en avoir ». On a des cas dans l'entreprise pour des raisons qui sont propres à eux. Oui. Et là, ça risque de poser un problème à un moment ou à un autre. Après, toutes les personnes qui ont un iPhone et qui ont décidé de passer le cap ou qui ont décidé de le faire par le biais de la tablette de l'entreprise, ça peut fonctionner aussi. Donc, peux ajouter quelque chose? Oui, je pense que ça dépendra vraiment des entreprises et du personnel. Mais, il faudra, de la part de l'employeur, accompagner au changement. L'échantillon chez nous est assez mince pour avoir la représentativité de la réalité des gens. Je pense qu'en ce qui nous concerne, j'ai l'impression que les gens sont quand même équipés pour la majorité. Certains viendront trouver le département RH pour trouver des solutions ou les aider, ça c'est certain. Mais oui, c'est cette connectivité. En fait, tout le monde n'est pas à l'aise avec l'outil informatique, c'est sûr. Donc ça reste une difficulté qui est réelle. Donc Eric, en effet, comme on entend chez les collègues, pas tout le monde a un smartphone ou pas tout le monde veut installer It's.me. Y a-t-il des autres possibilités de faire fonctionner l'application il s'agit d'une carte contrôle électronique et donc il faut un moyen avec un accès Internet pour pouvoir accéder à l'application. En fait, on constate dans la réalité qu'environ 96% des utilisateurs actuels, et on a environ 70 000 travailleurs sur tous les secteurs qui utilisent déjà la carte contrôle électronique. Et ils utilisent le smartphone et leur méthode de connexion préférée est aussi largement It's.me.
Néanmoins, il y a donc 4% qui préfèrent apparemment ou qui font le choix d'utiliser la carte contrôle sur un ordinateur. Donc ça, c'est tout à fait possible. Avec la carte contrôle papier, par exemple, c'était nécessaire de toujours avoir la carte sur soi, sur le chantier, pour qu'un inspecteur social pouvait le demander en cas d'un contrôle. Avec la carte contrôle électronique, en fait, ce n'est plus nécessaire. Car en fait, si la carte contrôle est remplie de manière électronique, l'inspecteur social peut le vérifier lui-même. Il n'a pas besoin de voir quelque chose. Donc l'utilisation d'un ordinateur ne pose pas de problème là-dessus. En plus, avec la carte papier contrôle dans le secteur de la construction, on avait la problématique de je me rends au chantier, je constate que là, que le travail sera impossible aujourd'hui. Et alors, si j'avais déjà indiqué quelque chose sur ma carte contrôle, j'avais un problème sérieux, car pour corriger cette erreur, c'était très complexe. La carte contrôle électronique donne quand même la possibilité de rectifier une erreur. Évidemment, ce n'est pas le but de commettre des erreurs chaque jour, mais si cette situation, dans ces circonstances se présente, il est donc encore possible de retirer après le fait qu'on a indiqué de travailler ce jour. Donc l'utilisation d'un ordinateur est absolument possible. Et je pense aussi que dans le secteur de la construction, c'est un peu plus compliqué que dans certains d'autres secteurs. Mais effectivement, il y a beaucoup d'employeurs qui, par exemple, mettent un ordinateur à disposition à l'entrance du bâtiment, par exemple, où les travailleurs peuvent, avec un lecteur de cartes, effectivement remplir leur carte de contrôle là. Mais voilà, donc l'utilisation du smartphone, c'est l'option préférée apparemment, mais si on préfère absolument pas, c'est possible de faire cela sur l'ordinateur. Okay. Je pensais qu'il y avait encore un autre aspect. Donc, si on dit, voilà, je ne vais pas utiliser It's Me ou je ne sais pas quoi, pour s'identifier, sur les applications gouvernementales, il faut un clé numérique et le clé numérique utilisé le plus, c'est It's Me. Ce n'est pas obligatoire. Comme je viens de dire, sur un ordinateur, il est possible d'utiliser le carte contrôle électronique, mais il est aussi possible d'activer sur le site web de Sésame des clés alternatives comme de code sécurité par app mobile ou un code sécurité par email. Mais si cela est plus facile à utiliser que It's Me, en fait, la majorité des gens clairement disent It's Me, c'est le plus simple, car il y a plus que 86%, je pense, des utilisateurs qui utilisent It's Me. Oui. Mais donc, il y a des autres alternatives. C'est ça. Il y a des autres alternatives qui sont plus compliquées que It's Me, je suppose. Voilà. Ce n'est pas très compliqué, mais je veux dire, It's Me, une fois qu'on l'a fait. Oui, c'est ça. Donc, peut-être, il faut aussi du coaching individuel. Bien sûr, il y a des jeunes qui savent très bien maîtriser le numérique, mais il y a des gens peut-être qui ne sont pas habitués à la digitalisation, etc. Donc, ils sont des analphabètes digitaux, je dirais. Donc, alors, je pense, c'est aussi la conclusion de la version flamande avant ici, qu'on dit, OK, voilà, pour certains ouvriers, peut-être, il faut un coaching individuel. Pour éviter qu'ils ne peuvent pas utiliser l'application. Car on entend souvent que l'application elle-même n'est pas si difficile, mais pour le login, pour avoir le It's Me, etc., car il faut l'email, le lecteur et la carte bancaire, etc., que ça, c'est surtout un grand souci. Mais l'application elle-même, c'est ça, le retour qu'on a, ça, c'est pas très compliqué. Au contraire, la plupart des ouvriers qui l'utilisent sont très contents. Mais il faut, je pense, leur convaincre d'aller vers la version digitale.
Peut-être, Eric, encore quelques questions pour toi. Quelles sont les volontés de l'ONEM derrière cette mise de place de la carte digitale, hein, et comment l'ONEM prévoit-il d'accompagner les entreprises et les travailleurs dans cette transition, hein? Y aura-t-il également une communication générale aux ouvriers eux-mêmes? Ben, je ne vais pas aller répéter le film que vous venez de montrer, mais donc pour l'ONEM, c'est un cas de la lutte contre la fraude, effectivement. Et donc la carte de contrôle électronique nous donne plus de force dans la lutte contre la fraude. C'est aussi une question de simplification administrative, même si je comprends que dans le début aussi pour les entreprises qui prennent cela sérieux, et ça c'est une très bonne chose, ça présente un peu de travail aussi, hein, de la part de l'employeur, de la part des services-agères. Mais quand même, à long terme, il y a quand même beaucoup de procédures qui sont compliquées et qui posent beaucoup de travail, qui font disparaître. Et le troisième, c'est aussi une question de rapidité. Nous voulons faire les processus, par exemple, le processus de paiement plus rapide. Ça sont les domaines prioritaires pour l'ONEM. Hein. Ok. Et y aurait-il également une communication générale aux ouvriers, hein? Oui, et donc vous avez aussi demandé qu'est-ce que l'ONEM fait pour donner du support aux employeurs et travailleurs. Nous mettrons et mettons déjà via notre site web toutes sortes de matériel disponible. Il s'agit par exemple du film que vous venez de montrer, il s'agit du manuel d'utilisateur qui accompagne l'application et qui est disponible sur le site web, des feuilles d'infos, une brochure, des webinaires. Et chaque jour, on essaye d'alimenter l'information qui est disponible pour que les personnes savent le trouver. Aussi pour le cas de figure où quelqu'un a besoin vraiment d'aide personnelle, aussi là l'ONEM essaye de jouer son rôle. On a un projet avec des DigiCoach qui sont disponibles dans tous les bureaux de l'ONEM et on peut prendre rendez-vous avec eux pour avoir de l'accompagnement. Mais même si on fait des efforts à ce sujet, moi je comprends aussi que ce sont surtout les employeurs en première ligne en fait qui vont aider les gens avec l'accompagnement individuel, ça c'est clair. Voilà. Et j'ai compris aussi de l'ONEM qu'il y a un webinaire spécifique pour le secteur de la construction, hein. Donc ça c'est important, hein. Apparemment il est en ligne, tu m'as dit avant. Donc je pense que c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on va enregistrer ce webinaire, on va le mettre dans notre flash, hein, et on va aussi vous envoyer alors dans le même flash le lien en ce qui concerne le webinaire spécifique pour le secteur de la construction. Et si je peux quand même ajouter quelque chose, donc la carte de contrôle électronique devient obligatoire pour tous les secteurs, et donc il y a un webinaire qui en fait parle de manière générale de la carte de contrôle, comment elle fonctionne et comment les dérogations fonctionnent. Et le webinaire pour le secteur de la construction s'ajoute à cela. Et en fait, on traite, comme on fait maintenant, en fait, des questions fréquemment posées en style questions-réponses. En fait. Donc, c'est bien de savoir qu'il y a aussi un webinaire plus structuré avec de l'explication sur, par exemple, l'utilisation de la carte. On avait aussi demandé au comité de gestion de créer un environnement de test, hein, où on pourrait tester déjà l'application avant son application réelle. Est-ce que vous allez faire ça ou pas Il n'existe actuellement pas d'environnement de test et c'est aussi pas quelque chose qui est prévu à court terme. Il faut aussi nuancer cela. On voit que quand les travailleurs commencent à utiliser leur carte, quand on regarde les enregistrements, on voit clairement que les travailleurs essayent un peu. Hein. Ils n'exagèrent pas, mais ils indiquent quelque chose, ils l'enlèvent, pour comprendre comment ça fonctionne. Mais si le travailleur est capable d'arriver jusqu'à là qu'il peut installer une application de test ou se trouver sur Internet l'application de test, en fait, il est pratiquement là pour prendre en utilisation la carte de contrôle elle-même.
qu'en est-il des ouvriers qui n'ont pas de smartphone, donc qui ne veulent pas... Donc, ok, ça, on a répondu. Hein. Peut-être encore une question. S'il n'y a pas d'Internet sur le site, ce qui se passe c'est ce que j'avais demandé. surtout en Ardennes, par exemple, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Effectivement, la règle est qu'il faut indiquer le travail avant de commencer. Donc, tout dépend un peu des circonstances et aussi nos inspecteurs sociaux connaissent ces circonstances ou constatent ces circonstances sur le terrain. Si on peut raisonnablement attendre que sur le chantier, il n'y aura pas de connexion à Internet, il sera mieux d'anticiper, de par exemple remplir la carte contrôle déjà à la maison avant de se rendre au chantier. Comme ça, on est déjà en ordre. Si on arrive sur le chantier et il était impossible d'encore remplir la carte, il y a la possibilité d'avertir l'ONEM par voie téléphonique. Parfois aussi, il y a un problème. Et probablement, vous allez dire quelque chose sur les heures d'ouverture. Oui. Non. Ah non, même pas ça, simplement déjà avoir la non. possibilité d'appeler. Oui, car bien sûr, s'il y a des problèmes, bien sûr, avec l'application, où peuvent-ils appeler, sachant que les travailleurs ont souvent commencé bien avant 7 heures du matin, donc l'ONEM n'est pas encore ouvert à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? À qui est-ce qu'ils doivent s'adresser? Ou doivent-ils prévenir quelqu'un ou c'est juste pas possible le matin? Est-ce qu'ils doivent laisser comme ça le temps que ça se régularise la journée? Parfois, sur nos systèmes de tablettes, ils doivent aussi nous transmettre des informations et parfois ça rame sur chantier. Donc c'est un peu la même chose, c'est de dire mais est-ce qu'ils peuvent attendre ou pas? Non, il faut remplir la carte. Enfin, ça, c'est l'essence de la carte contrôle, c'est que les travailleurs remplissent le travail avant de commencer le travail. Autrement, ce document de contrôle n'a aucun sens. Donc, il est important, dans les mesures de possible, anticiper. Si on constate sur le chantier que c'est devenu impossible d'encore remplir la carte contrôle, il faut avertir l'ONEM avant. Donc, ils doivent l'appeler. Ils peuvent nous appeler, ils peuvent utiliser le formulaire de contact qui sera difficile quand on n'a pas de connexion Internet. Parce que s'ils n'ont pas de réseau pour pouvoir remplir leur carte, ils n'ont pas de réseau pour pouvoir appeler non plus. Et donc là, le bureau, chez nous, on peut peut-être faire quelque chose pour signaler à l'ONEM un mail ou quelque chose autre que le téléphone? Oui, mais allez, si vos travailleurs sur le chantier savent atteindre votre bureau, ils peuvent également nous atteindre aussi. Hein. Peut-être qu'on répond... Peut-être qu'on est plus, allez, je dirais, réactif pour décrocher, qui ne reste pas en attente. Rappelons quand même que si les travailleurs sont sur chantier, c'est pour travailler. Et s'ils ont un problème de connexion et qu'ils passent du temps à attendre la réponse de l'ONEM, ça ne va pas nous arranger. Donc je me dis, est-ce que dans ce cas-là, nous, au bureau, on peut envoyer un mail en disant, voilà, exceptionnellement, problème de connexion ce matin, telle personne concernée, enfin voilà, être proactif avec eux, mais voilà. Proposition. Et j'ajoute peut-être encore aussi nos heures d'ouverture sont problématiques car on ouvre notre centre de contact à 8h30 et donc vos travailleurs commencent probablement avant 8h30. Donc c'est intéressant de savoir, premièrement, nos inspecteurs sociaux savent cela aussi. Donc ça et ce sont des gens avec du bon sens, donc ils regardent toute situation qui se présente et ils prennent les mesures nécessaires selon le cas. Mais l'ONEM travaille actuellement, et ça sera bientôt disponible, à une ligne qui est disponible 24 heures sur 24 heures, 24 sur 24, 7 jours sur 7, pour que, et aussi sans délai d'attente, et qu'ils peuvent directement transmettre les données, indiquer je travaille, comme ça cette situation peut être débloquée. Si même cela n'est pas possible, alors ça sera à l'inspecteur qui éventuellement le constate, d'évaluer toute la situation avec les constats qu'il peut faire lui-même aussi. Mais justement, quand j'entends un peu vos réactions, je me dis, les inspecteurs vont devoir être quand même beaucoup plus tolérants que face à une carte papier qui devait être précomplétée, puisqu'il y a beaucoup d'autres paramètres qui peuvent empêcher de respecter cette règle. Donc, il y a la couverture de réseau, il y a l'utilisation du GSM, le fait d'avoir son GSM sous la main. Maintenant, on multiplie un petit peu les possibilités d'échec, le fait qu'on n'ait pas pu répondre aux attentes de l'ONEM. Donc, est-ce qu'il y a une certaine tolérance qui est demandée, un peu plus importante qu'avant? Quelle est la vision de l'ONEM par rapport à ça?
Bah, effectivement, avec la carte contrôle papier, c'était vraiment noir-blanc. Hein. Donc, tu as la carte, tu ne l'as pas, tu la remplis, tu ne l'as pas. Mais en fait, aussi avec la carte papier, nos inspecteurs doivent tenir compte avec toutes les circonstances qui jouent dans une situation. Hein. Et donc ici, effectivement, c'est un facteur qui s'ajoute à la situation et que l'inspecteur doit prendre en compte. Hein. Mais ce n'est pas une excuse pour tout. Hein. Des problèmes de connexion peuvent être constatés. Il y a aussi des cartes, par exemple, du régulateur fédéral sur, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais qui vraiment met en carte où se trouvent les lieux avec une connexion bonne ou une connexion mauvaise. Et dernièrement, par exemple, ce qui joue aussi, est-ce que c'est le premier jour sur ce chantier ou est-ce que c'est le deuxième jour? Si c'est le deuxième jour, on sait anticiper, hein, on sait qu'on sera confronté avec cette situation. Mais Eric, alors, car là il y a une question, à partir de quand peut-on remplir la carte? La veille au soir, on peut le remplir en avance. Donc, est-ce qu'on peut remplir déjà la carte pour tout le mois? Au début du mois, par exemple. Et puis décocher. Oui, donc ça, c'est vraiment pas le but de la carte contrôle. Hein. Donc, si on va commencer à faire cela, en fait, on va contourner en fait l'idée de contrôle. Et donc, l'ONEM va aussi réagir quand on constate de telles situations. Quand c'est vraiment problématique, hein, la situation qui est problématique pour l'ONEM, c'est que sur un jour qui a déjà commencé ou qui se trouve dans le passé, a été indiqué travail, et ensuite, je vais l'enlever. Ça, c'est la situation problématique. Oui, hein. mais ça, on comprend. Mais si moi, je remplis le 1er novembre, par exemple, pour le reste de novembre, déjà, ma carte, hein, et OK, s'il y a un problème d'intempérie, par exemple, OK, je rectifie à ce moment-là, hein, et je le fais comme ça. Mais à ce moment-là, c'est quoi? Hein? Donc, si on fait, par exemple, le jour même, il y a quelque chose qui n'est pas OK. Hein? Donc, il y a toujours la discussion, est-ce qu'il y a eu du travail ou pas? Même si c'est le matin, par exemple. Même si c'est le matin, mais tout dépend, hein, en fait. Donc, moi, je ne vais pas regarder, je ne vais pas m'exprimer sur... en général, en fait, on regarde la situation particulière. Mais en fait, ce qu'on cherche, c'est de la fraude. Hein. Ce ne sont pas des gens qui corrigent une situation qui est parfaitement explicable et qui est exceptionnelle. Mais donc, si vous allez suivre le chemin de remplir la carte en avant pour ensuite enlever, cette situation ne restera pas exceptionnelle. Hein. Ça sera quelque chose qui régulièrement se fait. Et ça, c'est problématique. OK. Voilà, donc pouvez-vous aussi expliquer les conditions et les procédures pour demander une dérogation temporaire à l'utilisation de la carte de contrôle électronique? Donc on peut déroger comme ouvrier, mais on peut aussi déroger en tant qu'entreprise. Hein. Quelles sont les conditions? Qu'est-ce qu'on doit faire si on dit, voilà, je ne suis pas encore prêt de passer vers... la carte digitale, je souhaite rester dans mon carte en papier. Donc, qu'est-ce que je fais? Mais j'aimerais bien rester dans ma carte papier. C'est plutôt, j'aimerais avoir plus de temps pour m'adapter. C'est ça l'idée du régime transitoire, qui effectivement est d'application à partir du 1er janvier jusqu'à 30 juin 2025. En fait, quand on regarde la dérogation à demander par le travailleur, là, il y a deux étapes qui sont importantes. La première étape pour le travailleur, c'est d'avertir son employeur. Car si le travailleur demande la dérogation, ça implique quelque chose pour l'employeur qui doit, par exemple, délivrer la carte de contrôle, la carte de contrôle papier. Ça, il fait avec un formulaire qui est disponible sur le site web de l'ONEM. Et la deuxième étape, c'est d'informer l'ONEM ou de faire la demande auprès de l'ONEM. Mais il doit remplir deux formulaires, je pense. Hein. Un pour ce qu'il remplit lui-même
et un formulaire qu'il donne à son employeur, si j'ai bien compris. Oui, mais ce sont deux formulaires qu'il remplit lui-même. Et un, il donne à son employeur. Okay. Et l'employeur peut contresigner. Si ce n'est pas possible, pour je ne sais pas quelle raison, il peut l'envoyer par lettre recommandée. Et ça sera aussi une preuve. Mais il est important pour que le système puisse fonctionner correctement, que l'employeur soit au courant. C'est pour ça que cette étape existe. Et deuxièmement, il faut faire la demande auprès de l'ONEM et de son organisme de paiement. La seule condition qui est mise, c'est que le travailleur n'a pas encore utilisé la carte contrôle électronique par le passé. Okay. Donc ça, c'est une condition. À un moment, si on a choisi pour la version digitale, on ne peut plus revenir aux cartes contrôle en papier. L'idée du régime transitoire est très claire de donner un peu plus de temps aux gens qui en nécessitent de se préparer. Ce n'est pas le but d'encore permettre après le 1er janvier 2025 à des gens qui ont déjà utilisé la carte contrôle électronique d'encore revenir au papier. Okay. Donc cette demande par le travailleur, il y a un délai d'introduction, mais je reviendrai à ce sujet. Et pour l'employeur, en fait, l'employeur peut aussi faire la demande auprès de l'ONEM. Et comme ça, la dérogation, en fait, touche tous les travailleurs de son entreprise qui ne travaillent pas encore de manière électronique. Donc, il n'y a pas de retour au papier pour les travailleurs qui utilisent déjà la carte contrôle électronique. Quand on parle des délais d'introduction, là, c'est un point d'attention qui particulièrement est important pour les secteurs de la construction. Là, c'est Constructif qui envoie les cartes nominatives. Et donc, pour pouvoir faire cet envoi à temps pour le mois de janvier 2025, il est important que Constructif soit au courant bien à temps. Et ça veut dire que, pratiquement, l'idéal sera qu'un employeur ou un travailleur dans le secteur de la construction qui veut la dérogation le demande avant le 12 décembre. C'est ça. S'il fait cela, alors Constructif peut encore garantir une carte nominative. Si on ne réussit pas à respecter ce délai, mais on respecte quand même le délai légal, alors la situation peut encore être résolue avec les cartes non nominatives. Et même si ça devient impossible d'encore obtenir des cartes non nominatives, on peut le demander à l'ONEM d'avoir encore des cartes. Donc peut-être ce serait intelligent pour les entreprises de commander des cartes papier C2-3 vierges à Constructif avant le 12 décembre. Je dirais on ne doit pas résoudre des problèmes hypothétiques ou on doit les résoudre au moment qu'ils se posent. Mais donc au tout les employeurs et de voir ce qu'ils pensent est nécessaire de faire. Mais je dirais mettre tout pour l'utilisation de la carte contrôle électronique, éviter en maximum la dérogation. Mais la carte de janvier 2025, on la reçoit en décembre 2025. Donc, c'est pour ça qu'on doit c'est prévenir pourquoi que Constructif a demandé s'il y a une dérogation de le faire avant le 12 décembre. Sinon, pour ceux qui ont une dérogation, alors normalement, le 12 ou 13 décembre, Constructif enverra les cartes papier. Mais il est peu probable que l'entreprise soit parfaitement prête à 100% au 1er janvier. Donc, ça veut dire qu'il faut presque demander systématiquement une dérogation totale pour le début de l'année. Oui, mais ça c'est pas bon, je pense. C'est pourquoi que je dis, allez, il vaut mieux, parce qu'il faut toujours une justification, j'ai bien compris. Si une entreprise totale demande une dérogation, ils font une justification, j'ai entendu dire. Allez, le syndicat me l'avait dit. Ce qui n'est pas le cas en espèce si l'ouvrier lui-même le fait. Mais si vous, en tant qu'entreprise, le faites, alors il faut une justification. Et j'ai entendu aussi des syndicats que ce n'est pas toujours admis par l'ONEM, que l'ONEM a dit à un moment donné, avec quelques entreprises, non, on n'accepte pas cette justification. Donc il faut faire attention. Et c'est pourquoi que je dis, peut-être qu'on peut conseiller à nos entreprises de demander des cartes papier vierges à Constructif, pour, si à un moment donné, il y a encore des gens qui demandent une dérogation, que vous pouvez
leur donner une carte C32 vierge. Ou avoir la confirmation de l'ONEM que le mois de janvier sera un mois un peu chaotique. Ça, je suppose que l'ONEM est prêt à ça. Parce que on est quand même le 21 novembre. Et donc, il est évident que vous mettez plein d'outils en place. Et c'est important d'avoir la réunion d'aujourd'hui pour s'en rendre compte aussi en tant qu'employeur, parce qu'on n'est pas au courant de tous les outils qui étaient disponibles. Donc ça, c'est une certitude. Après, le jour où on est obligé, les gens font davantage l'effort. Et donc, je pense qu'une bonne partie du personnel vont faire... la majorité va faire l'effort seulement en janvier. Et donc, est-ce que vous êtes ouvert à avoir plus d'erreurs en janvier en se disant ça va vraiment être le grand saut, j'ai envie de dire. Je suppose que les inspecteurs de l'ONEM sont conscients de ça. Nous sommes bien au courant du fait que c'est un changement important. Et en fait, si je peux aussi faire la comparaison, on a déjà fait des exercices similaires, pas parfaitement similaires, mais quand même. En 2008, on a obligé tous les employeurs à utiliser une application électronique pour faire leur communication de chômage temporaire. Ça a aussi été une période difficile où aussi l'ONEM, je pense, a fait preuve de bon sens en regardant toutes les situations avec assez de nuances. Et la même chose avec les déclarations de risque social en 2016. Et donc, on peut s'attendre aux mêmes attitudes de l'ONEM par rapport à ce qui est attendu le 1er janvier. Parce que même si on prépare dans nos entreprises, il y a probablement beaucoup de cas qu'on n'a pas encore rencontrés, qu'on va découvrir en janvier. Et donc, je pense que vous allez être beaucoup sollicité en janvier aussi pour répondre à des questions de cas pratiques qu'on n'a pas découverts encore aujourd'hui. Je pense qu'il est important alors de rappeler aux entreprises aujourd'hui qu'il faut établir un listing de qui est prêt dans son entreprise à y passer et qui ne l'est pas. Parce que... On reçoit le listing, mais c'est ça qu'on a dit. Donc, le listing n'est pas complet, est un peu incomplète parce que... Allez, Eric l'a expliqué, vient de l'expliquer. Pourquoi Mais il faut quand même aussi nuancer dans ce sens-là que si actuellement un travailleur utilise les C32, ça nécessite un accord entre l'employeur et le travailleur. Donc, en fait, normalement, l'employeur est au courant. La liste est un outil supplémentaire. Effectivement, qui dans le secteur de la construction, malheureusement, est moins parfaite que dans les autres. OK. Dans son utilisation quotidienne, Eric, on peut commettre des erreurs. Comment est-ce qu'on peut corriger une erreur sur la carte de contrôle électronique une fois qu'elle a été remplie? Donc, c'est un des avantages de la carte de contrôle électronique qu'on sait encore corriger une erreur qui a été commise. Et ça, vous connaissez peut-être les procédures quand il y a une erreur sur la carte papier. C'est quand même une procédure complexe qui vraiment ralentit le paiement aussi. Et donc, la carte contrôle vous permet de corriger une situation. Et en fait, c'est ça aussi le but de cette option, de pouvoir corriger une erreur. Et donc, ça peut arriver à tout le monde. C'est juste quelque chose qui, quand ça arrive tout le temps, ça devient évidemment quelque chose qui peut être problématique et qui peut faire... Mais justement, parce qu'on a eu cas pas plus tard que ce matin, donc il y a une personne du service du personnel qui est venue me trouver en disant, voilà, un ouvrier a fait une erreur sur sa carte électronique, il était en période donc il teste, il a décoché et l'application lui demande quel est le motif de l'erreur. Donc la question que moi je me pose, c'est combien de fois il peut faire une erreur? Lui, il s'était simplement trompé. Et combien de fois peut-il se tromper? Est-ce qu'il y a un nombre de fois qui a été défini? Et quelles sont les conséquences? Et quelles sont les conséquences? Voilà. En effet, il n'y a pas de conséquences directes de corriger la carte contrôle. C'est un totalité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces data? On ne va pas regarder cas par cas. C'est pas comme ça. On traite des choses comme ça. C'est en faisant des data mining, comparer des différentes bases de données. C'est comme ça qu'on va constater si des gens misutilisent la possibilité de corriger une carte contrôle. De l'autre côté, si chaque jour
ça vous arrive que vous devez corriger une situation, là vous savez que ce n'est pas le but. Hein. Mais normalement, dans l'utilisation normale, en fait, on a des chiffres sur comment la carte est utilisée actuellement. On ne voit pas beaucoup de gens qui font des choses bizarres sur la carte. Hein. Non, c'est les situations qu'on a déjà discutées. Par exemple, j'ai déjà rempli la carte, je me rends au chantier, puis je constate que je ne sais quand même pas travailler. Alors j'enlève, je l'explique. Ça arrive une fois, 2 fois. Ça, c'est pas ce que l'ONEM cherche. Hein. On cherche de la fraude. Hein. C'est pour ça qu'on va utiliser ces données. Hein. Et donc, par rapport à la carte papier, on savait qu'on ne pouvait avoir qu'une carte sur 2 ans, sinon on n'était pas payé. Ici, vous n'avez pas défini un nombre d'erreurs possibles, je ne sais pas moi, 10 sur 2 mois, sinon on n'est pas payé. Il n'y a pas encore ce genre de choses, non. De quota. Actuellement, okay. Et aussi, quand on va commencer le 1er janvier, c'est un phénomène qu'on voit évidemment dans le premier mois. Le premier mois, cette situation arrive souvent. Pourquoi? Car les gens essayent des choses. Donc, ça sont des choses qu'on peut naturellement attendre. Ce ne sont pas des choses auxquelles l'ONEM va intervenir. Justement, dans les périodes hivernales où c'est parfois plus compliqué, hein, on l'a vu pas plus tard que ce matin, puisque la neige est tombée à certains endroits et pas à d'autres. Hein, quand on est entreprise qui travaille sur toute la Belgique, c'est parfois difficile, puisque certaines équipes partent, d'autres ne partent pas. Et alors qu'on est parfois, je prends l'exemple de la province de Namur, où dans le fond de la province de Namur, il n'a pas neigé, au-dessus il neigeait. Donc voilà. Est-ce qu'il y aura justement, pendant cette période-là, une certaine tolérance de se dire, tiens, on n'est pas certain à 100%, quelqu'un qui aurait pu cocher sa carte le matin et puis il arrive sur le chantier est tout blanc, on ne sait pas définitivement travailler, qu'est-ce qu'on fait quoi? Mais en fait, notre application permet de modifier une situation, donc on ne présume pas de la fraude. Hein. Non. Hein? Mais je veux dire, ça peut arriver en période hivernale, 2, 3, 4 fois sur les mois hivernaux, d'avoir ce genre d'erreur. Donc est-ce que l'ONEM est tolérant par rapport à ça? Ben oui. Donc on peut que corriger l'encodage le jour même. Mais après, ça c'est Non. Une erreur peut être corrigée à chaque moment. Hein. Okay. Et donc, on demande l'explication pour qu'un travailleur peut, par exemple, donner une explication qui le rend encore plus facile de comprendre ce qui se passe. Hein. Prends la situation où, désastre, 12 fois sur 2 mois que ça arrive, cette même situation. Si au moins il y a une explication, c'est déjà un premier point pour comprendre ce qui s'est passé là. Hein. Donc c'est pour cela qu'il est important. Mais en fait, on ne fait pas d'erreur en corrigeant la carte contrôle. Hein. Effectivement, en fait, quand vous faites quelque chose qui peut être ou qui est un peu spécial, l'application vous demande de donner un commentaire. Si vous, par exemple, indiquez du travail pour demain et vous l'enlevez, l'application ne vous demandera rien. Il n'y a aucun risque. Hein. Mais si vous indiquez travail le matin et vous enlevez le soir, évidemment, ça c'est une situation où ça peut être utile d'expliquer ce qui s'est passé. Hein. D'accord. Hein? Okay. Mais le seul fait de l'avoir fait n'est pas une preuve de fraude. Hein. Non, ok. Et par exemple, quand il y a des vacances, ou quand quelqu'un est malade, et si on oublie de remplir la carte, l'application, qu'est-ce qui se passe alors? Au niveau des règles sur le remplissage de la carte contrôle, en fait, la seule règle qui est, je vais utiliser un mot anglais, time sensitive, hein, c'est indiquer le travail. Hein. Ça, c'est important, ce que ça est fait avant. Hein. Et donc, c'est pour ça aussi que si c'est impossible, qu'on doit avoir, ou qu'on a maintenant la possibilité d'appeler l'ONEM ou de nous avertir via le formulaire de contact, et bientôt un service qui sera toujours disponible. Mais donc, si vous indiquez de la maladie ou de vacances pour un jour dans le passé, ça n'est pas problématique. Pareil, si quelqu'un a été malade pendant le mois, mais il a oublié de remplir sa carte, ça, c'est pas grave non plus. C'est pas quelque chose qui est problématique dans le sens il n'est pas au travail. La carte, elle sert surtout pour ceux qui partent au travail, on est d'accord? Absolument, oui. Okay. Et même si je constate aujourd'hui qu'il y a 3 jours, j'ai oublié d'indiquer travail sur ma carte, c'est clairement, franchement, mieux de l'indiquer maintenant, de ne pas le faire. Hein. Oui. L'ONEM est intéressé dans la situation où la personne n'a pas indiqué le travail et il a travaillé. C'est ça qui nous intéresse. Okay. Hein? D'accord. Une question qui
qui revient tout le temps, qui revenait tout le temps dans la version néerlandophone, c'est lors de l'embauche d'un nouveau travailleur pour compléter la Dimona, on ne donne pas de carte papier, mais on utilise le code 1212 pour le mois de l'embauche et le code 1313 pour le mois suivant. Qu'est-ce qui se passe avec ça dans la carte contrôle digitale? Vu que Constructif, dans un tel cas, ne pourrait jamais fournir des cartes nominatives, on avait ce système où l'employeur devait donner des cartes qu'on appelle des cartes non nominatives et doit donner les numéros dans le Dimona. En fait, c'était obligatoire. J'espère que je ne me trompe pas, mais je suis pratiquement sûr que l'ONSS a assoupli ses contrôles. Et donc, aussi dans le cadre de l'obligation de la carte contrôle électronique, bien évidemment. Et donc maintenant, les règles restent pour les cartes papier les mêmes. Et donc si vous demandez, par exemple, en tant qu'employeur, la dérogation, quelqu'un nouveau commence et il commence avec le papier, je pense que ce n'est pas une bonne idée de le faire, mais bon, prendre la situation, il est aussi encore obligatoire de remplir les numéros des cartes nominatives dans le Dimona. Mais il ne sera plus nécessaire de remplir les numéros demi, 12, 12, 13, 13, en cas de l'utilisation de la carte contrôle électronique. Et le Dimona n'exigera cela pas non plus. En fait, ces numéros existaient car l'application Dimona exigeait de remplir quelque chose. C'est ça, en effet. Voilà, et donc vu que ce n'est plus obligatoire de remplir quelque chose dans la situation où le travailleur utilise la carte contrôle électronique. Et donc ça veut dire que si on engage quelqu'un, il faut d'abord lui demander de créer son compte sur l'application avant de démarrer le travail pour un nouveau contrat à partir de janvier. Donc quelqu'un qui va démarrer le 6 ou le 15 janvier, avant de démarrer sur notre chantier, il doit s'être mis en ordre au niveau de l'application pour avoir sa carte électronique. C'est au début de l'occupation qu'il doit se mettre en ordre. Donc on doit lui demander lors de la signature du contrat, mets-toi en ordre, télécharge déjà l'application pour être en ordre quand tu vas démarrer chez nous. Parce que parfois on signe le contrat quelques jours avant le démarrage effectif. Donc là, c'est bien pour les nouveaux de les mettre tout de suite dans la dynamique, d'aller sur l'application. Oui, le plus vite possible, je pense. Je pense que si vous allez encore avoir des travailleurs qui commencent maintenant dans le secteur de la construction, ça ne fait pas de bon sens d'encore commencer avec la carte contrôle papier si on sait que c'est devenu obligatoire ou ça devient obligatoire à partir du 1er janvier 2025. Et donc, on pourrait déjà maintenant ne plus donner ces deux petites cartes pour le mois en cours et le mois à venir et leur dire on fonctionne directement avec l'application et on ne met pas de numéro dans la Dimona. Ok, peut-être question pour Arnaud et pour Claire. Quels sont les problèmes techniques les plus fréquents déjà rencontrés par les utilisateurs de l'application et comment peuvent-ils être résolus? Alors, dans la période de test, en tout cas dans la période au préalable où notre entité Galère a commencé à tester l'outil, je pense que ce qui était le plus compliqué au départ, c'était les mises à jour de l'application qui posaient parfois problème et qui ont empêché les travailleurs de pouvoir se connecter facilement. Je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y avait un petit souci d'application. Et donc ça, c'est un problème qui est revenu mais qui se corrige régulièrement. Le deuxième plus gros problème, et on en a parlé, et nous, je pense, dans la province du Luxembourg, c'est un sacré problème, c'est les zones blanches et les endroits où il n'y a pas de réseau. Ça restera, à mon avis, un problème très important. On se rend compte que le réseau disparaît à beaucoup d'endroits. Si vous faites la E411, vous allez voir que le réseau n'est pas constant et donc c'est très difficile. Et alors, on a rencontré malgré tout certains petits bugs qui ont pu se présenter dans l'application au début. Il y a eu une dernière mise à jour il n'y a pas tellement longtemps qui a permis de résoudre pas mal de choses. Mais voilà un petit peu les problèmes. Un autre problème, c'est justement l'accès à ITSMI pour les personnes étrangères, pour les frontaliers. Voilà, ITSMI n'est pas accessible facilement, en tout cas pour les personnes étrangères. On travaille sur le sujet en relation avec l'ONEM
en fixant des rendez-vous avec les étrangers, justement, pour qu'ils puissent aller à l'ONEM, qu'on leur donne accès à ITSMI directement par le biais du programme EID, je pense, pour que ce soit simplifié. Mais encore une fois, c'est pas facile. Comme je le disais Claire, l'engagement, il faudrait y penser au préalable parce que cet accès ITSMI, il n'est pas international et donc il pose des problèmes. Et ensuite, le dernier problème, c'est celui qui ne veut pas ou qui n'a pas de GSM. Ça restera, à mon avis, un problème. Clairement. Moi, j'ajouterais aux différents points ici soulevés le côté découverte de l'application. Donc ça, c'est des soucis techniques parce que la découverte du changement perturbe toujours un peu les gens. Et alors, au niveau technique, vraiment, juste ce qui était arrivé plusieurs fois, c'était quand l'application se mettait à jour, comme il y a eu dernièrement une mise à jour, plutôt que d'avoir du français, ils avaient du néerlandais. Je ne sais pas si cette info vous a été remontée, mais en contactant des gens qui l'utilisent, ils me disaient, voilà, pour le moment, l'application est en néerlandais. Et donc, voilà, c'est un peu plus compliqué pour moi de m'y retrouver. Lors de la dernière mise à jour, apparemment, c'est ce qui est arrivé. Donc, apparemment, je ne suis pas la seule à remonter cette information-là. Voilà. Sinon, je suis d'accord avec ce qu'Arnaud a dit. C'est le côté technologie qui... Et des petits bugs comme ça, on sait quand on est sur des technologies, de toute façon, informatiques, les mises à jour, il y a toujours du pour et du contre. Mais là, il y a un gros contre pour du personnel chez nous qui ne parle pas néerlandais. Ce qu'on a vécu aussi, c'est aussi un blocage de ITSMI, en tout cas un refus d'ITSMI dans certains contextes, puisque certains navigateurs n'acceptent pas ITSMI, ou certaines personnes avaient des problèmes avec leur PC et ITSMI restait bloqué. Donc ça reste encore un problème qu'on voit pas mal de fois, je pense notamment sur des iPhones, où le navigateur défini par iPhone n'accepte pas toujours la transaction via ITSMI. Donc c'est pas simple, quoi. Donc, c'est pas simple, mais par exemple, pour la situation ITSMI, ça c'est une situation bien connue qui se présente en effet avec toutes les applications du gouvernement et qui est décrit sur le site web d'ITSMI. Et maintenant on va faire sûr aussi de signaler cela clairement aussi sur le site de l'ONEM. On fait déjà des liens avec le site web d'ITSMI pour signaler certaines choses qui peuvent être intéressantes pour des utilisateurs, comme le manuel d'installation et des choses comme ça. Mais ce problème spécifique sera certainement aussi utile pour nous de fournir le lien via le site web de l'ONEM. Mais je suis très content avec le point que vous faites sur les mises à jour et que ça, ce sont des points sensibles. Et on a eu une dernière mise à jour le 6 novembre qui aussi a causé certaines erreurs qui sont en train d'être résolues maintenant et qui seront bientôt résolues. Mais en fait, ce qu'on a fait avec cette dernière mise à jour, et ça c'est très intéressant et ça me permet de parler une fois d'un aspect technique, c'est qu'on utilise maintenant une technologie PEA et en fait, l'application que le travailleur utilise est en fait un site web, mais il est présenté comme une application. Et en fait, ça nous rend possible dans le futur de faire des mises à jour sans devoir faire des updates. Et donc, les problèmes qu'on a eus avec tous les problèmes qui vont avec l'update d'une application, ils vont, en fait, dans le futur, ne plus se présenter. Donc, ça, c'était un des aspects techniques qui était très important pour l'ONEM pour faire encore cette mise à jour avant le 1er janvier 2025. Et une chose importante à signaler aux utilisateurs, c'est qu'avant d'envoyer leur carte à l'ONEM, ils doivent la télécharger sur leur téléphone. Parce qu'une fois qu'elle est envoyée, ils ne la voient plus, donc ils ne voient pas ce qu'ils ont envoyé. Donc ceux qui avaient l'habitude de faire une copie de leur carte ou une photo de leur carte papier, c'est important de signaler qu'ils doivent absolument, on leur propose, mais à l'envoi, télécharger la version de leur carte du mois. Donc actuellement, dans le processus d'envoi, c'est vraiment envisagé comme ça. Donc quand à la fin du mois, on appuie sur « Envoyer vers l'organisme de paiement », premièrement, on aura un message pour dire « Attention ». Si vous allez l'envoyer, vous ne pouvez plus modifier. Donc, faites sûr que c'est correct et complètement correct avant de l'envoyer. Et ensuite, effectivement, on reçoit la notification de « oui, c'est envoyé ». Comme ça, on est rassuré. Mais on donne aussi la dernière fois vraiment un grand bouton qui dit « une dernière fois, vous pouvez encore faire le PDF de votre carte de contrôle finale ». Ou on peut aussi, évidemment, choisir de ne pas le faire. Et je peux aussi garantir, c'est en effet... Tout le monde peut le faire, mais ce n'est pas nécessaire. Toutes les données sont bien sauvegardées dans des databases sécurisés.
en ce qui concerne les langues, hein, donc comme Claire vient d'expliquer, voilà, si on ne comprend pas la langue de l'application, hein, comment est-ce qu'on peut le modifier, hein, de deux. On a aussi eu des questions sur la langue de l'application. Il y a le néerlandais, il y a le français et l'allemand. Mais pour les étrangers, ce serait utile d'avoir aussi l'anglais. Est-ce que ça, vous allez faire, oui ou non aussi? Non, il y a de la législation en Belgique sur l'utilisation des langues dans les documents officiels. Et donc l'anglais n'est pas un des 3 langues nationales, mais il y a quand même des possibilités. Je pense une fois qu'on sait comment l'application fonctionne, en fait on peut l'utiliser même dans le chinois, je pense. Hein. Donc une fois qu'on sait comment ça fonctionne, c'est pas trop complexe à faire. Mais au tout début, vous pouvez parfaitement utiliser, et presque 50% des utilisateurs le font, je pense, d'utiliser l'application dans un navigateur web sur l'application, sur son smartphone, par exemple, ou sur un ordinateur. Et si on utilise, par exemple, un navigateur web comme Chrome, il y a des possibilités de traduction automatique. Et par exemple, une traduction vers l'anglais, ça fonctionne très bien, mais allez, je dois quand même avertir, c'est évidemment pas une traduction officielle de l'ONEM. Hein. Mais ça peut aider sûrement. Chinois, vous n'avez pas encore testé, je suppose. Mais bon, non. Mais je serai quand même capable de l'utiliser. Hein. Pas de souci. Mais bon, si on veut alors modifier la langue de l'application, on peut le faire. Mais donc, c'est en fait le navigateur web qui fait la traduction automatique. Mais le problème qu'a signalé Madame, c'est une erreur en fait. Donc, au moment qu'on se connecte la première fois à l'application, on est redirigé vers un écran de la sécurité sociale de l'ONSS qui est uniquement en néerlandais et qui ne présente pas un choix de langue. Et ça, c'est clairement une erreur qui est produite avec l'update qui a été fait le 6 novembre et qui est en pleine correction. Mais ça va être corrigé, parce que pour le moment, c'est toujours en néerlandais pour lui, mais ça va être corrigé. Absolument. OK. Absolument. Okay. Alors, on a aussi des problèmes avec l'ITSMI, par exemple, pour des étrangers, comme Arnaud vient d'évoquer. Comment est-ce qu'on peut... Comment est-ce qu'ils peuvent s'enregistrer, hein? Encore des autres groupes aussi, des jeunes de moins de 17 ans qui suivent par exemple une formation en alternance, ou des pensionnés, puisque les pensionnés n'ont plus de droit d'allocation de chômage. Hein? Mais qu'est-ce qu'on doit dire aux gens qui ont un âge de pension, quoi? Ben, je dois vous avouer que je ne suis pas un spécialiste réglementaire et que ce sont 2 situations particulières que je ne sais pas exactement ce qui sont les règles là. Est-ce qu'ils sont obligés à encore remplir la carte de contrôle dans cette situation ou pas? Mais en tout cas, pour autant que cette obligation existe, alors pour les gens qui sont plus âgés que 65 ans, il n'y a pas de problème d'utiliser ITSMI. Et en fait, je viens de consulter le site web d'ITSMI, je pense, ce matin. Et en fait, sur le site web d'ITSMI, il est indiqué qu'à partir de 15 ans, on peut quand même utiliser l'application ITSMI. La seule différence avec les utilisateurs qui ont au moins 18 ans, c'est que les gens qui ont 16 ans ou qui sont moins de 18 ans, oui, peuvent uniquement utiliser leur carte, le système avec la carte bancaire pour s'identifier à ITSMI la première fois. Okay. Ils ne peuvent pas utiliser leur carte contrôle, leur carte d'identité électronique. Voilà. Et avec les étrangers? Mais les étrangers, ça c'est une autre chose. Et je peux m'imaginer qu'il y a beaucoup des Français, ou peut-être même uniquement des Français dans votre région. Luxembourgeois aussi, je suppose. Voilà. Donc, allez, quand on regarde la problématique en large, il y a un système européen qui est disponible dans le menu Sésame et qui permet des citoyens européens de s'identifier avec les moyens électroniques du pays d'origine. Mais malheureusement, la France est déjà des années en train de travailler sur une meilleure option que personne n'a encore vue. Et donc, pour les Français, il se pose un problème. Ils n'ont aucun moyen de résoudre la situation eux-mêmes. Ils ont donc
comme vous avez expliqué, besoin de l'intervention de quelqu'un pour délivrer des clés numériques alternatives. Et c'est là, en fait, qui fait cela? L'SPF BOSA fait cela, mais ça demande un déplacement à Bruxelles. Les communes font cela, mais les communes souvent ne veulent pas le faire car les frontaliers ne sont pas des habitants de leur commune ou ils demandent des frais supplémentaires. Et donc c'est pour cette raison qu'aussi l'ONEM a demandé à l'SPF BOSA de pouvoir faire ces enregistrements. Et donc qu'est-ce que ça nécessite? Il faut faire rendez-vous avec l'ONEM, comme vous l'avez expliqué. La personne doit se présenter, il doit avoir son moyen d'identification du pays d'origine, il doit avoir son numéro BIS par exemple. Mais ça, tout c'est expliqué aussi quand on prend rendez-vous. Et ensuite, il faut effectivement une fois un rendez-vous en physique, car il est nécessaire pour délivrer la clé qu'on sait identifier vraiment la personne. Et donc ça c'est un point pénible, mais donc qu'on résout via cette procédure-là. Et à partir de combien de travailleurs l'ONEM peut venir faire une permanence dans les entreprises? Ça dépend un peu de la situation. Donc, on a commencé avec la possibilité d'utiliser la carte contrôle à partir du 1er septembre. Là, on avait beaucoup de disponibilité de faire beaucoup. Maintenant, on va vers une période où beaucoup de gens vont maintenant en une fois faire la même chose. On a signalé ce souci bien en avant, mais à partir de combien? Clairement, en dessous de 30, ça devient complexe. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont plus de 30 travailleurs frontaliers. En fait, c'est une question d'efficacité. Donc, nous comprenons aussi si 80 transfrontaliers doivent se déplacer à l'ONEM, que c'est mieux que l'ONEM se déplace vers les transfrontaliers. Mais quand on parle de 5, il est aussi évidemment que c'est beaucoup plus efficace quand les 5 se déplacent vers l'ONEM. Bon. Qu'est-ce qu'on doit faire s'il y a vraiment des problèmes avec l'application? Donc, est-ce qu'il existe des ressources ou des supports spécifiques pour aider ces travailleurs? Et qu'est-ce que le travailleur doit faire quand il perd son smartphone, par exemple, ou s'il n'y a plus accès à l'application ISMI? Qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Donc, évidemment, ils peuvent à tout moment encore se présenter des situations dans lesquelles l'utilisation de la carte contrôle électronique sera simplement impossible. Et donc pour cela, il restera toujours une procédure administrative qu'on peut demander via son organisme de paiement d'avoir encore une dérogation temporaire. C'est une procédure qui existe déjà maintenant, un retour temporaire au papier. Et en fait, pour cela, le travailleur doit faire une demande motivée, car évidemment, c'est aussi pas le but de contourner avec cette procédure l'obligation d'utiliser la carte de contrôle électronique. Mais dans ce cas, donc, ça reste possible d'encore débloquer la situation avec des cartes papier. Et dans ces situations, ça sera aussi l'ONEM, en tout cas, qui délivre les cartes aux travailleurs. Donc, l'employeur ne devra plus intervenir dans cette situation. Et votre première question, vous deviez encore une fois me rappeler. Sur le support spécifique pour aider les travailleurs si, d'une manière ou d'une autre, l'application ne fonctionne pas. Ça c'est important. Donc, on a déjà signalé ce qu'on doit faire pour être en règle pour les obligations de contrôle. Donc, si on ne sait pas remplir à temps et on veut éviter des problèmes en cas de contrôle, il faut notifier l'ONEM. Mais pour résoudre le problème technique, en fait, et ça c'est un peu complexe, on l'a vu aussi dans le webinaire néerlandophone et je suis bien au courant de ce sujet et on essaie aussi de trouver des solutions pour cela, mais actuellement, c'est une application de la portail de la sécurité sociale et donc quand il se présente des problèmes avec la connexion, la personne de contact est le centre de contact de la sécurité sociale. C'est aussi indiqué dans l'application. Quand on est dans la phase faire la connexion et on rencontre des problèmes et on cherche les données de contact, ce sont ces données de contact qu'on va trouver. Donc on doit remplir 2 formulaires, un pour l'ONSS et un pour l'ONEM, si j'avais bien compris avant. Effectivement. Et donc, mais allez, si vous appelez l'ONEM,
on essaye d'aider où nous pouvons. Hein. Si c'est impossible ou nous ne savons pas la réponse, on va référer à la source authentique qui est l'ONSS pour ce genre de problème. Car là, c'est important d'avoir une simplification, car nous avons le principe only once. Hein. Donc, si on doit remplir 2 formulaires, ce n'est pas très efficace, bien sûr. Mais en fait, je suis bien convaincu. Et donc, on est en train de regarder comment on peut résoudre cela et coopérer mieux ensemble. Mais en fait, faut quand même que je le dise, pour le défendre quand même un peu, il s'agit de 2 situations distinctes. Hein. L'une s'agit j'essaye d'utiliser une application du site portail et je rencontre un problème technique. L'autre problème, c'est j'essaye de faire une obligation que j'ai en termes de contrôle et je vais avertir l'ONEM que ce n'était pas possible. Je sais que c'est une excuse un peu stupide. On va sûrement essayer de faire des améliorations à ce point-là. Hein. On a déjà presque dit tout. Donc, problème de connexion, sécurité, centre de contact de la sécurité sociale. Vous parlez du formulaire de contact, mais ils sont aussi joignables par voie téléphonique. Une fois qu'on est dans la carte contrôle et il se présente un problème technique, comme actuellement, il y a un problème technique pour certains travailleurs depuis la mise à jour, qui sera aussi rectifié très vite. Là, il faut en fait, donc à ce moment, après la connexion, il faut contacter l'organisme de paiement. C'est l'organisme de paiement qui est en fait toujours le premier interlocuteur donc les syndicats. De la sécurité sociale. Voilà. Les organismes de paiement. Mais ce sont les syndicats. OK. Il y a aussi la CAPAC. Oui, le CAPAC, oui. En effet. OK, voilà. Voilà, je pense que j'ai posé toutes mes questions. Je ne sais pas s'il y a encore des questions des 2 collègues. Sinon, on va aux questions du public. Donc, première question. Si jamais on veut modifier la carte après l'avoir envoyée à l'ONEM, peut-on faire une demande de modification? Eric? Je viens d'expliquer les possibilités qui donnent la carte contrôle électronique pour éviter cette situation. Hein. On peut encore corriger soi-même. Donc, ça sert à éviter des procédures administratives lourdes afin de encore pouvoir corriger une erreur. Si effectivement cette situation se présente encore, et évidemment il y aura des situations où ça sera fait, alors il faut que le travailleur prenne contact avec son organisme de paiement et ils vont lui aider à utiliser la procédure pour ce type de problème. OK, merci. Comment l'ONEM va-t-il gérer les premiers mois d'utilisation de la carte digitale, notamment en cas d'erreur ou d'oubli du travailleur? Je l'ai déjà dit. Oui, voilà, en effet. J'espère en général que l'ONEM et nos inspecteurs font preuve de bon sens et on va continuer à le faire aussi à partir du 1er janvier. Comment faisons-nous si on engage un ouvrier le 6 janvier de l'année prochaine? Il doit être connu de constructif et de l'ONEM pour pouvoir utiliser la carte digitale. En fait, j'ai un peu des problèmes à comprendre la question, mais je pense que c'est l'inverse. En fait, constructif doit être au courant. Oui. Mais enfin, non, même pas. Dans ce cas-là, en fait, il faudrait l'encourager, si je me trompe, à se mettre sur l'application avant le 6, pour qu'il arrive le 6 et qu'il soit déjà en ordre. Oui, mais écoute, comme je viens de dire, nos inspecteurs sont des gens comme vous et moi, hein, donc ils comprennent des situations. Hein. Si vous avez débuté aujourd'hui hein, et il y a encore un problème avec l'installation de votre carte contrôle, allez, je n'ai encore jamais vu une telle décision hein, de la part de l'ONEM, donc je comprends que quelque part il y a une inquiétude par rapport à l'inconnu, mais en fait, je dirais, présentez-moi les cas où ça se présente. Hein. En fait, je ne les connais pas. Mais je pense que c'est d'une dynamique comme en tant qu'employeur, on a été drillé à faire les choses dans l'ordre,
consciencieusement à ne pas être en retard. Je Oui, pense c'est que ça, ça met c'est une ça. pression sur l'employeur de se dire, et là c'est une situation réelle, le premier jour de la reprise, quelqu'un va démarrer. Comment faire en sorte Comment que tout soit en Voilà, ordre, Ouais, c'est vraiment dans dès le cette début, idée-là. dès Voilà. le début. Je Ok. pense que c'est propre aussi à un service du C'est ça. personnel C'est qui plus- doit se dire, c'est- voilà, Oui, c'est plus oui. ça. la personne va arriver C'est sur du le bon- chantier, on c'est sait qu'on vraiment l'envoie alors ça. qu'elle n'est pas en ordre. Et Oui, c'est oui. ça, c'est c'est ça. absolument une très bonne idée. C'est dans l'intérêt vraiment de Ouais. faire les choses bien, je pense. Cette Mais- pression. et aussi des travailleurs, Oui. comme de tous les citoyens, dans toutes les circonstances, on attend des gens de se comporter de manière... Idéal. Non, pas idéal. Non, idéal, c'est pas le mot. Allez, je cherche le mot. Raisonnable. Raisonnable, yeah. Équitable. Et responsable. Équitable et responsable, voilà. Ok, Arnaud? Non, mais je pense par exemple aux agents de caisse qu'il ne faut pas d'office entrer peut-être une dérogation et que la personne ait une dérogation avec elle pour arriver sur chantier, pour que les services personnels puissent se dire, OK, en tout cas dans cette période un peu délicate qui est au début janvier, quoi, de se dire, tiens, on a quelque chose, on a un document qui prouve qu'on a voulu faire la démarche. Et voilà, on n'est pas en ordre. Donc, Dans une sorte de pardon général. Mais allez. En fait, mais je comprends, Je mets un peu à la place hein. Il Je essaie, comprends il tout essaie, à fait. hein. Moi, je dirais plutôt ne faisons pas de démarche complémentaire, on en a assez, mais, je pense que soyez c'est une bonne compréhensifs. idée que nos inspecteurs continuent à regarder situation par situation. Et comme je viens de dire, c'est pas la première fois qu'on a une opération pareille. On l'a déjà fait, notamment dans le domaine du chômage temporaire vis-à-vis aux employeurs. En fait, je pense qu'on a fait preuve de bon sens là et on va à nouveau le faire en janvier et les mois suivants. On sait que c'est quelque chose. Hein. Mais oui. C'est quelque chose. Hein. On est bien au courant. Hein. Donc, Ok, indépendamment d'une démarche individuelle auprès d'un bureau de chômage, pouvons-nous introduire en notre qualité d'employeur une demande de clé numérique à l'endroit de nos travailleurs non résidents de nationalité française? je pense que ça revient à votre question. Est-ce que le NEM peut se déplacer à l'entreprise plutôt que l'inverse? En fait, oui, il y a des situations où cela est envisageable, mais tout dépend des circonstances pratiques. Et c'est une question d'efficacité, comme je viens de dire. je pense simplement que la question, c'est que si on a un travailleur français, Oui, peut la oui. démarche il faut à sa de toute place. façon aller, on ne peut pas le faire à sa place. Lui doit aller physiquement à l'ONEM. Oui. Il y a absolument. Il y a Il doit y aller avec Il y a- ses clés d'identification. absolument. C'est ce que j'ai compris. En fait, au début, car j'ai passé pas mal de temps à chercher une manière de quand même trouver avec Bosa une manière qu'on ne devra pas le faire en physique. Mais en fait, il faut l'imaginer comme ça. Si vous donnez les clés de votre maison à quelqu'un, je suppose que vous voulez savoir qui est cette personne. Hein. Vous voulez l'identifier. Hein. C'est la même chose. On donne les clés au gouvernement digital belge. Il faut que cette personne soit identifiée à ce moment. C'est une exigence que j'ai contestée beaucoup, mais qui est raisonnable et qui doit être maintenue. Ok. Nous avons un travailleur de 60 ans, il ne veut pas de smartphone, il est transfrontalier. Nous ne savons pas ce qu'il va falloir faire. Ça, c'est difficile, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On a un cas concret, donc. Ja, en fait, c'est une question que je ne sais pas répondre. En fait, je suis un fonctionnaire qui est censé en effet. d'appliquer la législation. Et en fait, cette personne devra voir ce qu'il doit faire. Hein. Bon, il ne nécessite pas forcément de smartphone, il peut utiliser un utilisateur. Mais si on refuse d'utiliser, même avec l'accompagnement et toutes les choses qui sont possibles, je ne sais pas résoudre Donc cette situation. peut-être que l'entreprise peut l'accompagner de manière individuelle un tout petit peu. Je pense qu'on a un cas concret de quelqu'un, et je crois que la question, elle risque de venir de chez nous, de quelqu'un qui ne veut absolument pas passer à de la technologie, qui ne veut pas de smartphone. Mais ok, mais alors tu peux l'aider quand même. On en connaît à l'avance, Tu comme on peux le disait l'aider tout à quand l'heure. même d'une manière ou d'une autre, avec le tablette sur chantier, comme tu viens d'évoquer peut-être, hein, et qu'on va lui aider
allez, pour qu'on puisse quand même appliquer la loi. Hein. On doit compter sur l'aide des collègues. Oui. On n'a pas le choix. À ce moment-là, je pense que oui. Mais je pense qu'il ne veut pas. Hein. Non, c'est pas grave. OK. Le travailleur a-t-il un moyen de récupérer sa carte envoyée, même s'il n'a pas coché la case pour avoir le format PDF? Donc, c'est un peu la question que tu avais posée. Moi, je crois que pense. non. Quand on l'a envoyé, c'est possible. envoyé. En tout cas, ça a été testé. On est d'accord. Hein. Mais donc, on a donc installé quand même des seuils pour signaler vraiment très explicitement aux travailleurs, c'est maintenant votre dernière chance. Je pense que c'est même montré dans le petit film d'instruction. Mais je pense que, comme le disait Claire, il est important que les gens sachent qu'il faut télécharger et pour garder au moins l'historique de sa carte. Quelqu'un qui veut dire, tiens, qu'est-ce que j'avais noté sur ma carte? Il faut le rappeler. Je pense que ça devrait même presque être obligatoire de pouvoir sauvegarder. C'est vraiment un souci, de nouveau, de suivi administratif. Certains sont très ordonnés. Donc, mais personnellement, je fais cela aussi, hein, mais c'est juste, je connais très bien cette application et je peux donc dire, c'est pas nécessaire, vos données seront gardées, mais si c'était moi, je garde un PDF de ma carte contrôle. Comme ça, je peux après vérifier aussi le paiement. Mais ça, c'est possible alors. Yeah, absolument. Non, c'est possible, mais pas une fois qu'on l'a envoyé. Une fois que c'est envoyé, c'est trop tard. C'est possible de sauvegarder une image, mais voilà. Quoi. Non. On peut le sauvegarder en PDF au moment où on l'envoie, mais une fois qu'on l'a envoyé, on ne sait plus aller chercher un PDF. C'est fini. C'est ça, non. Il faut sensibiliser. Donc il faut l'avoir un PDF avant qu'on l'envoie. OK. Et je pense dans la situation où cela arrive quand même, c'est peut-être utile de poser une fois la question à l'organisme de paiement. Peut-être qu'à ce moment-là, ils sont encore capables de visualiser le contenu de la carte. Oui. Alors, dernière question. Un employeur ne pourrait-il avoir un accès vers l'application afin de la tester et mieux comprendre son fonctionnement? J'ai vu quand même que dans le webinaire néerlandophone, que Dirk de Willemen l'avait fait. Hein? Donc, je vais devoir expliquer à mes ouvriers comment utiliser une app que je peux tester moi-même. Personnellement, je pense, en tant qu'employé, si les gens RH sont des employés, ils peuvent aussi utiliser l'application, je pense, non? Oui. Donc, tout le monde peut télécharger l'application et essayer de l'utiliser. En fait, la question est aussi un peu, est-ce que l'employeur ici est quelqu'un qui travaille pour l'employeur ou vraiment un indépendant? Car là, il peut se poser un problème. La carte contrôle a besoin d'un lien d'Imona pour pouvoir présenter des cartes. Et donc, pour un indépendant qui n'a pas de Dimona, ça va pas. Et donc, ce serait ici, c'est vrai que cette question a tout son sens, c'est de se dire, en tant que personnel travaillant dans les RH, on pourrait avoir une application test où il n'y a pas d'incidence, mais juste pour pouvoir le remontrer, l'expliquer. Ça, je ne sais pas si c'est possible. En effet, actuellement, ça n'existe pas encore, mais je connais beaucoup de gens qui travaillent dans des services RH. Oui, RH. RH. Et qui, effectivement, ont téléchargé l'application eux-mêmes. Pour eux. Oui, pour eux-mêmes. Donc, on peut le tester. Oui. Et pour eux qui ne sont pas dans les conditions, s'ils font des coches chômage, pas chômage, c'est pas grave. Quoi. Oui. Mais donc, dans ce cas-là, OK. OK, c'est une bonne idée. Donc, si on n'est pas censé d'obéir des obligations en termes de contrôle, en fait, on peut jouer... On peut le faire quand même, et il n'y a pas de sanction à la clé de se dire, mais qu'est-ce que vous faites? Vous jouez avec une application, on ne peut pas... Non, on peut la tester. Allez, on fait pas... C'est pas un jeu, hein, donc je ne vais pas inviter tout le monde à... Allez, enfin, il y a des jeux sans doute beaucoup plus plaisants à trouver, mais c'est une possibilité, et ça aide. OK, dans les RH, on pourrait faire ça. Je pense que ça reste une bonne idée. Oui, Dirk l'a fait aussi. Il avait l'application sur son smartphone, je l'ai vu. OK. Voilà. J'ai une dernière question. Alors, dernière question d'Arnaud. Au niveau des sanctions, parce que jusque dans le format papier, il existait des sanctions. Donc, quelqu'un qui perdait plusieurs fois sa carte était sanctionné et ne recevait plus de carte, notamment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu maintenant en termes de sanctions au niveau de l'ONEM? Eh bien, non. Mais en fait, car la situation, par exemple, de la perte des cartes contrôle ne se présentera plus.
la carte de contrôle électronique ne peut pas être perdue. Hein. Tu peux peut-être perdre temporairement la possibilité d'y accéder, mais la carte de contrôle électronique continue à exister. Hein. Elle est là dans l'application, donc elle ne peut jamais être perdue. Et donc avec cela, le risque de perdre le droit aux allocations pour le travailleur, quand il a perdu pour une deuxième fois par exemple dans l'année la carte de contrôle, cet risque disparaît en effet. Et c'est la même chose avec les corrections, et aussi avec les corrections sur le papier. C'est un système très strict. Il était encore possible de corriger une erreur, mais tu ne peux pas commettre 2 ou 3. Ici, avec la carte de contrôle électronique, voilà, on veut aussi en fait, permettre les gens qui, de bonne foi, en fait, font des modifications. On veut permettre cela. Et vu qu'on a toutes les données et qu'on sait parfaitement ce qui se fait quand, par qui, en fait, on peut aussi, de cette manière, quand même encore contrôler sur la fraude mieux qu'avec le papier. Il n'y a pas de sanction prévue. Il n'y a pas de sanction prévue, non. Mais enfin, donc, si tu perds la carte de contrôle... Non, mais je prends quelqu'un qui corrige. Qui souvent, corrige. Il n'y a pas de sanction prévue. Non, mais ça peut être une indication qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. D'accord. Et donc, à ce moment-là, on peut constater peut-être qu'effectivement, il y a une erreur. Mais si on ne peut pas démontrer qu'il y a une erreur, une fraude, une infraction, une fraude, alors il n'y aura pas de sanction non plus. Hein. D'accord. OK, vu qu'il n'y a plus de questions, je suppose de clôturer le webinaire. Je remercie les panélistes. Merci à Arnaud, Claire et Eric. Et pour vous, encore une bonne soirée et à plus tard. Salut!